Avertissement. Dans cet épisode, on parle d'idées suicidaires, de préjugés envers la schizophrénie, de violences policières et de mesures de contrôle en psychiatrie avec lésions corporelles. Pour recevoir de l'aide ou de l'écoute, on vous invite à consulter les ressources dans la description de l'épisode. Je m'appelle Catherine et voici Plein notre casque, un balado d'Action Autonomie. Aujourd'hui, on rencontre Nathalie, qui a choisi un nom fictif et une voix modifiée pour préserver son anonymat. Avant d'écouter son témoignage, on aimerait vous donner certaines informations. Nathalie tenait à préciser que les médicaments dont elle parle ne fonctionnent pas très bien pour elle, mais que s'ils fonctionnent pour d'autres personnes et que ça leur fait du bien, c'est leur choix. Ensuite, on aimerait rectifier que lors de la 3e hospitalisation de Nathalie, c'est une garde de 21 jours que le juge a autorisée et non une garde de 14 jours. Puis, vers la fin de ces 21 jours, le psychiatre lui a donné 2 choix, entre guillemets, soit de prendre un médicament, soit de rester plus longtemps à l'hôpital. Il l'a même menacé d'aller chercher l'autorisation d'un juge pour la forcer à prendre ce médicament. Nathalie a donc accepté de le prendre, mais on peut se demander, est-ce que c'était vraiment un consentement libre? Dans la 2e partie, on rencontre mon collègue Jean-François Plouffe, chargé de dossiers et des communications à Action Autonomie, avec qui on va parler d'autorisation judiciaire de soins, qu'on appelle aussi ordonnance de traitement. Ça, en gros, ça permet à un établissement d'administrer des soins à une personne sans son consentement. Très souvent, il s'agit de médicaments, mais ça peut aussi être un hébergement, par exemple dans une ressource en santé mentale. Avant d'écouter le témoignage de Nathalie, on veut juste vous mentionner aussi que l'enregistrement s'est fait à distance, en visioconférence, alors on s'excuse pour la qualité du son. Bonne écoute! Comme vous savez, mon nom c'est Nathalie. J'ai 38 ans, je suis une étudiante de cégep et je suis schizophrène selon le diagnostic de mon psychiatre. Peut-être le fait que je ne donne pas mon nom et changer ma voix n'a l'air pas courageuse, mais je le fais pour protéger un être cher. Sinon, j'aurais été très transparente. D'abord, j'aimerais spécifier quelque chose avant d'entamer mes événements. Comme je vous ai dit, je suis schizophrène, mais dans la catégorie de DELIA. Pour une définition toute courte, c'est fausse croyance fermement ancrée. J'ai vérifié auprès de psychiatre qui lui-même a dit que je n'ai pas d'hallucination auditoire ou visuelle. Les gens voient mal la schizophrénie, ils jugent, ils critiquent, puis ça nous affecte quand même dans la société. De quelle façon ça t'affecte? L'un, c'est parce qu'ils vont pas me croire, puis je n'ai pas vraiment le pouvoir mentalement pour parler librement comme je voudrais. Okay. Donc, pour t'affirmer face au psychiatre, si oui. je comprends bien. Okay. Oui. Au début, ils m'ont diagnostiqué, pas encore, mais ils essayaient de voir ce qui se passait. Au début, c'était bipolaire, maniaco-dépression, c'est la même chose. Mais ensuite, c'était schizoaffectif, mais à la fin, c'était schizophrénie. Ça, c'était à la fin que je su c'était quoi la définition de schizophrénie. Je savais même pas c'était quoi la schizophrénie. Donc, il voulait te donner un diagnostic sans même t'expliquer pourquoi il te donnait ce diagnostic-là, sans te donner l'information. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas d'information en tout. Alors, j'étais 4 fois hospitalisée durant environ 4 ans. L'une des hospitalisations était le fait que j'ai voulu me suicider. En fait, pour ça, j'ai appelé mon psychiatre de m'aider dans cette situation-là. Au début, je pensais qu'il m'aidait, mais en fait de compte, plus tard, je me suis rendu compte que non. OK, mes événements, ça a commencé quand je n'allais pas bien. J'ai demandé de l'aide à ma famille pour qu'il appelle à l'ambulance. Tu sais, justement, j'ai dit, appelle l'ambulance, appelle la police parce que je me sens pas bien. Puis il dit, es-tu sûr? Es-tu sûr? Oui, oui. Appelle parce que j'étais comme déjà en détresse. Puis ils ont appelé et la police est venue en premier et
Et une fois que l'ambulance est venue, puis une fois que j'ai rendu à l'urgence, le médecin est venu me voir et dit, OK, ça va être un psychiatre. Ce que je n'ai pas aimé dans ce moment-là, c'est que ce psychiatre qui m'évaluait dans ce temps-là, on dirait qu'il essaye de m'encourager, c'était quoi ce qui passait dans ma tête. C'est comme dire, on dirait que c'était un piège. Il me disait que est-ce qu'il y a une personne qui sait comment contrôler la nature? J'ai dit, je peux pas dire ce qui passe dans ma tête. Alors il m'a dit que, OK, je vais t'aider. Il m'a fait signer. Moi, je lui ai dit, c'est quoi pour cette signature? J'étais vraiment conscient. Ils disent que c'est pour prodiguer du soin. Et moi, j'ai dit, OK, ils vont me soigner, ils vont m'aider, puis j'ai accepté cette signature. Mais ça me fait rappeler un petit peu parce que on dirait que quand, une fois, troisième hospitalisation, j'étais, bon, je vais raconter, j'étais dehors, puis je voulais marcher jusqu'à la montagne du Nord, disons. Et la police m'a arrêté. Ils disent que cet endroit-là ne devrait pas marcher là-dedans. Puis je dis pourquoi? Parce que les gens ils sont préoccupés par vous. Je dis OK, mais ces gens-là ne devraient pas se mêler ce que je veux, marcher où je veux. Je sais pas comment expliquer. Ouais. Ah, OK. Puis j'ai vu une autre police qui est venue et je me suis rendu compte, une autre voiture de police, je veux dire, j'ai comme, OK, ils sont là pour m'arrêter, alors j'ai marché. Puis le policier, attends, tu peux pas marcher, tu peux pas. Moi, je voulais continuer à marcher. Et il m'a mis sa main sur ma poitrine, puis pour arrêter, puis il m'a arrêté, il m'a menotté. Et j'ai dit, est-ce que c'est toi? J'ai dit au police, puis il a dit, oui, c'est moi, mais ce n'est même pas rapport. On dirait qu'il encourage ce qui passe à l'intérieur de ma tête. Et je trouvais ça pas professionnel. C'est la même chose, c'est ce qui se passait avec le psychiatre. Il m'encourageait pour voir ce qui se passe dans ma tête, pour ensuite m'enfermer, je dirais. Encore une fois, un peu comme un piège, comme tu disais tantôt. Là. OK. Ouais. Okay. Et oui, dans ce moment-là, l'autre police, il m'a tiré mes cheveux. Aucune idée pourquoi. J'ai comme battu, pas battu, mais j'ai comme... il me tire, puis moi, je faisais ça, là, le contraire de la force. Puis il m'a lâché. Puis une fois par terre, il m'a mis sur le pied, sur le dos. Il pense que moi, je vais pas bouger. Alors, je trouvais ça particulièrement bizarre que la façon comment il attrape quelqu'un pendant le temps que vient l'ambulance, je crois. En plus qu'ils sont dans des situations où ils se disent OK, on va intervenir parce qu'il y a quelqu'un qui va pas bien, mettons. Ben ils sont censés être là pour aider, pour calmer la personne, tu sais, mais des fois avec certains gestes comme ça où il y a de la violence excessive en fait là, tu sais, de tirer les cheveux, mettre un pied à terre, c'est pas nécessaire là. C'est pas des interventions qui aident à calmer la personne, j'imagine. Ça crée un peu peut-être l'effet inverse. Là. Oui, en effet. Comme la quatrième hospitalisation, je me rappelle que les polices, c'est l'un des polices qui était gentil avec moi. Mais une fois que j'étais dans l'ambulance, c'est autre chose. Parce que dans l'ambulance, ils m'ont contenu, ils m'ont pris, ils m'ont serré, serré dans un lit. Et j'ai agité parce que je n'ai pas aimé me contenir de même. Puis ils parlaient entre eux comme si c'était normal, comme ils riaient aussi en même temps. Et une fois, l'une de l'ambulancière a mis sur mon genou et pour me contenir encore plus. Pour elle, c'était le fun parce que on dirait que c'était comme une, tu sais, dans la ronde là avec. Comme un manège, comme un jeu. Ouais. Okay. Elle dit oui, oui, oui. Puis une fois qu'on arrivait là, j'étais encore toujours menotté puis tout serré. Il y avait, je sais pas c'était qui parce que je fermais les yeux. Il riait, il riait en face de moi, comme on dirait qu'il pense que rire ça va me calmer, mais non c'est le contraire.
quand j'ai raconté ça à l'infirmière à domicile, il pensait que j'avais une hallucination auditoire parce que ce n'est pas d'allure que les ambulanciers ils font ça à moi. Et c'est ça que je me suis dit que, OK, il y a personne va me croire. Pendant que j'étais à l'hôpital, ce que je me rappelle, j'étais tannée. C'est comme, j'ai voulu faire du jogging au corridor parce qu'ils m'ont pas laissé dehors dans ce moment-là pour respirer un petit peu, tu sais. Puis j'ai fait comme, j'ai couru au corridor 2 fois. Puis à cause de ça, ils m'ont attrapé et ils m'ont mis en contention et ils m'ont injecté. Je sais que depuis au primaire, on ne devrait pas courir dans le corridor, mais j'étais comme, je voulais bouger, je voulais faire un mouvement. Est-ce qu'il y avait une salle dans l'unité psychiatrique pour faire du sport ou est-ce qu'il y avait des marches que vous pouviez faire à l'extérieur, des activités? Oui, bien sûr. Il y a une salle de ping-pong, il y a même une machine à marche. Ah oui, OK. OK, il y avait ça. Mais moi, je considérais ça comme si j'étais comme un hamster, tu sais, comme je voyais de même. Et moi, je voulais être dehors, je voulais faire un mouvement déplacé, tu sais, à place d'être à l'intérieur. C'est normal d'avoir besoin d'être dehors pour sa santé mentale aussi, là, tu sais, oui. Ça aide d'aller prendre des marches, là. Quand ils m'ont fait une contention pour aller à la contention, puis ensuite m'injecter, je sais pas, pour me calmer, je pouvais utiliser toute ma force, mais je savais si je leur faisais mal, ils vont être contre moi. J'ai plutôt lutté, résisté. Il y avait des gens alentour de moi, je dirais 8 ou environ 6 personnes, je dirais, qui me contenaient, mais je luttais puis résistais. Je me rappelle que le psychiatre m'a dit, comme un peu fâché, qu'il y a une infirmière qui était toute bleue, pas toute bleue, mais bleue sous les bras, à cause de ma résistance, à cause de ma lutte. C'est quoi cette affaire-là? Mais lui, il n'a pas vu mes bleus sur mes bras. Et moi, je n'ai pas dit ça parce que je trouve que même si je disais ça, ils vont pas me croire. Il va me penser que c'est moi qui a fait mal moi-même. Ou, okay. Comment tu t'es sentie à ce moment-là? Au début, les premières contentions, j'étais comme surpris qu'il allait m'injecter sans savoir pourquoi. Parce que j'ai voulu courir au corridor. Et en ce moment-là, j'ai dit, est-ce que tu as le droit de faire ça? Il a dit, oui, on a le droit de faire ça. Puis j'ai résisté. Puis ils m'ont injecté. J'étais comme surpris le fait qu'à cause de la course au corridor, ils m'injectent à cause de ça. Avant de faire la contention, est-ce qu'ils ont essayé autre chose, comme te dire d'arrêter ou t'expliquer pourquoi que tu pouvais pas courir dans le corridor ou te proposer d'aller courir dehors? T'sais, est-ce qu'ils t'ont proposé d'autres options? Non, il a fait directement à code blanc. Le psychiatre dit que je peux pas sortir dehors pour le moment parce que je vais pas bien, selon lui. Mais un peu plus tard, comme peut-être 3 semaines plus tard, peut-être, ou peut-être plus que ça, ils m'ont permis d'aller dehors. Mais c'est déjà c'est un contrôle. Je trouve que c'est un peu c'est un peu trop de contrôle, je dirais. C'est abusif. Ouais, c'est abusif comme contrôle. Ouais. Rester Ouais. 3 semaines à l'intérieur, c'est un peu comme être en prison. Oui. Puis à ce moment-là, est-ce que tu étais au courant de tes droits? Non. Non. Il y avait personne qui t'informait, qui te disait ce qui se passait, si tu avais le droit, ce que tu n'avais pas le droit, Non. des ressources à contacter? Non. C'est juste à l'intérieur. J'essayais de survivre mentalement, puis recevoir de l'abus. C'est comme si ils ont profité de ma naïveté, mais je comprenais pas pourquoi les gens qui m'aidaient, moi j'étais là pour qu'ils m'aident, pour que j'améliore ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ils préféraient plus me contenir, m'injecter, puis rien poser de questions. Quand je vois qu'il y a de l'abus, de l'injustice, de la violation de mes droits, j'agis, mais ils me servent
Et ma femme, elle m'injecte pour me calmer. Donc, pour moi, je veux exploser à l'intérieur. Mais pour eux, injecter pour me calmer est la meilleure solution. Et à force qu'ils fassent de même, je dois laisser faire ce que les autres veulent de moi. Car c'est moi la violente, entre guillemets. C'est moi l'agressive, entre guillemets. C'est moi la dangereuse, entre guillemets. Mais ils vous enfament simplement parce qu'ils pensent comme justification qu'ils sont en train de faire du bien, qu'ils sont en train de m'aider, qui nous protègent. Il n'y avait réellement pas de l'aide, seulement les gens qui prétendent de m'aider. C'est eux qui étaient plus dangereux. C'est comme par exemple, il y a cet infirmier qui m'a pris au cou sur le mur pour me calmer. Pour te calmer? Ah, ouais, OK. Pour me calmer. C'est une drôle de façon de calmer quelqu'un. Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais il m'a pas étranglé, il m'a juste tenu au cou pour me calmer. Mais pourquoi il voulait te calmer? Il s'était passé quelque chose à ce moment-là? Courir. À cause que tu avais couru? OK. Oui, parce que je faisais des choses, on dirait des rébellions, ce que je faisais, mais mes comportements, je comprends pourquoi il est en train de faire ça, mais cela ne veut pas dire qu'ils ont le droit de me traiter de même, tu sais. Ouais. Puis on peut comprendre aussi qu'on a des comportements qu'on veut se rebeller, tout ça, qu'on veut lutter contre ce qui est en train de se passer parce que c'est tellement injuste, puis parce que personne nous explique pourquoi ça arrive. Donc, c'est normal que dans un contexte comme ça, on ait envie de lutter. Mais oui. Puis après ça, quand on lutte, ben, c'est interprété comme un signe qu'on est dans un danger. Puis c'est interprété, on vire ça contre nous. Je pense que c'est ça, oui. À la fin de l'hospitalisation, j'étais vraiment calme. Je communiquais aux autres patients, puis je communiquais aux infirmières. Je n'étais pas injectée dans ce moment-là. Je me suis dit que pour comprendre ce qui se passe alentour de moi, je dois me calmer et comprendre les autres. À la place, eux ils devraient me comprendre, mais c'est moi qui devrais comprendre. Il y avait un infirmier préposé aux bénéficiaires. Je disais, pourquoi tu es ici? Pourquoi tu es préposé aux bénéficiaires? Moi, je posais des questions, puis ils disent, parce que c'est le fond de nous mettre en contention. Il était comme souriant en disant ça. Le psychiatre, il t'a dit que pour éviter là, que tu vois encore la police, qu'il voulait t'amener en cours. C'est ça? Ouais. Puis qu'est-ce qu'il voulait demander en cours? De me médicamenter. Toi, est-ce que c'est un médicament que tu voulais prendre? Non. C'est pour ça que je suis partie à la cour, parce que j'ai refusé le médicament. Okay. Est-ce que tu es à l'aise de nous dire c'était quoi le médicament? Oui, c'est Abilify. Ça fait quoi ce médicament-là? Je ne sais pas. Je sais pas. Et le psychiatre, est-ce qu'il a donné des explications sur les effets de ce médicament-là? S'il y a des effets secondaires? Non, il m'a rien dit ça. C'est moi qui devrais poser la question parce que moi, dans ce médicament, il y avait des effets secondaires. Moi, je pensais que c'était la fatigue. Moi, je sens qu'il m'enlève l'énergie à l'intérieur. On dirait que c'est pour endormir plutôt que pour m'aider. De quelle façon tu t'es préparé à l'audience pour la Cour supérieure? J'ai écrit dans un texte moi-même. Puis j'avais un avocat, mais qui me communiquait pas en tout. Il était présent le moment dans l'audience, c'est tout. Pas avant, il m'a pas venu me visiter pour me préparer. Je me suis dit que, OK, je vais communiquer par courriel. J'ai envoyé par fax, en fait, à ce monsieur avocat, ce que je vais dire au juge, pour voir c'est quoi il pense de mon texte. Mais ça n'a rien passé. Moi, je savais pas que c'est comment la procédure ou rien de ça. Je me suis présenté à la cour, l'avocat était là, et ils m'ont posé la question, est-ce que je me rappelle, le juge me disait que, est-ce que tu es un spécialiste? Tu devrais être un spécialiste pour contredire un médecin comme lui, c'est comme un psychiatre. J'ai dit, est-ce que je peux lire dans le texte que j'ai préparé? Il a dit, oui, c'est combien de temps? J'ai dit 10 minutes. OK. Puis j'ai commencé à lire tous les textes que j'ai écrits. Puis à la fin,
m'a dit c'était une décision difficile pour lui, que merci d'être honnête, mais il a dit quelque chose comme la conviction. Moi, je suis convaincu que le médicament, ça fonctionne. Ben, il n'a pas dit exactement ça, mais il me fait comprendre. Puis quand il a dit ça, le juge ou pendant l'audience, est-ce que ton avocat a dit des choses pour t'aider? Comment il t'a défendu? Non, au début, quand il s'est commencé un dialogue, je regardais à l'avocat que non, non, il dit, regarde le juge. Bon, ça, c'était le moment, l'interaction que j'ai eue avec lui. Mais ensuite, quand le juge m'a dit d'accepter le texte que je vais dire, il n'a rien dit. Donc, il n'a pas fait grand-chose, l'avocat. Non, Il a pas non, vraiment il n'a pas fait, non, pas grand-chose. Non, il n'a rien fait. rien fait. Est-ce que c'était un avocat de l'aide juridique ou c'était L'aide juridique. C'est l'aide juridique, OK. Donc, par la suite, le juge a autorisé l'ordonnance de soins pendant 3 ans, c'est ça? Oui. OK. Puis par la suite, est-ce qu'ils ont voulu le renouveler? Il m'a rien dit ça, mais j'ai proposé de diminuer la dose. Et il n'a pas aimé ça. Au début, il n'a pas aimé ça. Il voulait pas expérimenter que ça va fonctionner ou non, mais il voulait pas. Il est convaincu que moi, j'ai une maladie mentale. Et, mais ça a été difficile de le convaincre qu'il peut me faire confiance, que si au moment donné, je perds de ma tête, je vais l'appeler, ou bien comme genre de choses de même, mais je me sentais, j'avais peur, j'avais peur de retourner euh, dans l'hôpital. Donc, tu disais qu'après ces 3 années-là, finalement, ils n'ont pas renouvelé. En fait, le psychiatre a accepté de baisser la dose, Oui. puis de pas renouveler l'ordonnance de soins. C'est ça? Ouais. OK. En tout moment, je peux saisir le médicament, je crois, j'espère. Mais je continue à m'injecter car les gens prendront au sérieux à moi. Je sens que c'est nécessaire de m'injecter. Alors, selon la logique de certains gens, si je m'injecte, je dois être plus équilibré grâce à l'injection. Tant que je suis injecté, je suis normal, entre guillemets, dans la société. Toi, est-ce que tu es d'accord avec ça? Que ça te rend plus comme normal? Non. Sûrement parce que c'est quoi la normalité, en fait? Normal, ça se peut indiquer que c'est la majorité, puis d'autres, on met en écart les choses que c'est inconnu, tu sais. Puis l'inconnu, ce n'est pas normal. Je comprends pas. Si je suis bien, ce n'est pas à cause de médicaments, mais c'est à cause de moi. Bien sûr, certains gens, encore une fois, ne me croiront pas. Qu'est-ce que tu veux dire par c'est à cause de moi? À cause de moi, parce que c'est moi qui a parcouru cette résilience, si on peut dire ça. C'est moi qui a avancé dans la vie. C'est moi qui a fait des recherches pour vérifier c'est quoi ce qui me passait à l'intérieur et tout ça. Ce n'est pas le médicament qui me fait, qui me rend normal, qui me rend correct. Qu'est-ce qui arriverait si, supposons, là, tu décidais de plus les prendre parce que ça te tente plus ou parce qu'il y a trop d'effets secondaires, parce que tu te sens mieux, peu importe la raison, là, qu'est-ce que, d'après toi, si tu demandais à ton psychiatre de l'arrêter, comment ça se passerait? Il faudrait qu'une spécialiste, que quelque chose me dise que je suis correct, que ma façon est correcte. Moi, je sais que je suis correct, mais j'ai besoin une personne qui me dise ça. Mais j'ai de fortes chances que ça va pas arriver. Alors, moi, je me sens pas en sécurité. Le fait que le psychiatre m'a déjà diagnostiqué schizophrène et puis j'arrête. Comment prouver aux autres que je suis correct? Il y a cette possibilité que je suis schizophrène. Il y avait cette possibilité de penser de même, comme accepter ce qu'ils m'ont diagnostiqué. Mais ce qui s'est passé à l'intérieur de moi, c'est inconnu. Même moi,
Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais j'ai pu gérer, tu sais, j'ai pu gérer ce qui se passe, j'ai pu comprendre de l'autre côté, j'ai pu comprendre moi-même aussi. Puis j'ai dû aller loin de mon passé, pourquoi j'ai arrivé à là, puis j'ai pu comprendre, j'ai pu expliquer moi-même pourquoi j'ai arrivé de même. Je peux te donner des raisons, mais ça, c'est une longue histoire. Mais je préfère dire ça à quelqu'un qui a l'écoute, qui est humain, pas à ce psychiatre-là. Moi, j'essayais de communiquer quand j'étais perdu dans ma tête avec le psychiatre, mais chaque fois que je parlais, c'était pas compréhensible pour lui. C'était pas compréhensible. Mais moi, j'utilisais les mots comme une comparaison. C'était vraiment comme poétique ce que je disais parce que je ne savais pas comment expliquer ce que je sentais. Il y a toutes ces émotions ça se vit à l'intérieur, puis moi, je les suis ressorti comme un genre de poème. Mais ils ne comprenaient pas, puis pour eux, c'est quelque chose de langage incompréhensible. Est-ce qu'il t'a posé des questions pour essayer de mieux comprendre ce que tu disais, vu qu'il ne comprenait pas l'image? Non. Non. Si le psychiatre ne comprenait pas, c'est parce qu'il faisait peut-être pas d'efforts aussi là, pour essayer de comprendre. Là. Ça m'a pris du temps pour m'exprimer de même comme je suis en train de faire. Est-ce que tu en as eu après ça des personnes que tu sentais qu'il y avait cette écoute-là, cette compréhension-là? Non, sauf Espace Jeune. OK. À prise 2, c'est ça? Ouais. OK. Puis comment tu as découvert cet endroit-là? Est-ce que c'est l'hôpital qui t'a donné des ressources, qui t'en a parlé, ou c'est toi-même qui a trouvé non, ça? C'est moi. J'ai fait des recherches, puis j'ai dit, oh wow, qui aurait cru qu'il y avait un organisme de même? Que j'aimerais que ça améliore les choses, c'est que les gens soient informés comment les policiers interviennent, des gens comme moi, disons, qu'il y ait un intervenant spécialisé à côté des policiers ou les ambulanciers si la force n'est pas nécessaire. Il devrait y avoir quelqu'un qui accompagne tout ce temps-là à l'hôpital, je dirais. Que les étudiants de l'école, du cégep ou en secondaire, s'informent leurs droits comme un cours de plus. J'aimerais donner un message à une infirmière. Il y a particulièrement cette infirmière que je me sens mal d'avoir agi de cette façon. Elle était comme un soleil pour moi chaque fois qu'elle visitait dans la chambre où j'étais. Elle était là pour faire du bien. Elle essayait de m'aider, mais pas vraiment la façon comme je voudrais qu'elle m'aide. Comme dire que les médicaments sont la solution, que ça m'aiderait, que je partirais plus vite. Son intention était bonne, mais elle ne comprenait pas vraiment ma situation mentale. Un jour, elle m'a saluée, toute souriante, et j'ai comme pété la coche, si on peut dire l'expression ça, et dire les choses insensées à elle. Tout le personnel et les patients ont écouté ce que j'ai dit à elle. J'ai vu pendant la nuit au corridor qu'elle pleurait. Je ne sais pas si elle a eu une répercussion ou non à cause de moi, mais j'aimerais présenter mes excuses. Mais j'aurais aimé qu'elle m'aiderait plutôt au déchaîner, c'est-à-dire trouver de l'aide qui me concernait. C'est sûr que les infirmières et les infirmiers sont là pour soigner, mais seulement dans la façon psychiatrique. J'ai l'impression qu'ils ne nous laissent pas être courageux et libres. Comme par exemple un cheval libre. Les gens attrapent des chevaux pour conditionner à être dociles et cela devient une normalité. Comme un cheval libre, il m'attrape avec une corde invisible et je vois les gens avec un regard de pitié, d'autres un regard qui essayent de m'aider, d'autres rient et trouvent cela amusant, d'autres obéissent et suivent cette règle comme des robots. Tout cela en équipe. Dans ma mentalité, ça a été très dur de voir et subir ce genre de maltraitance, si on peut dire ça. Je me suis dit que je dois me calmer moi-même, à place que les autres m'injectent pour me calmer. J'ai pu échapper, disons, dans ma mentalité pour protéger mon courage, mon intégrité, surtout ma volonté, ma détermination, ma motivation, mon être, ma personne.
comme je vous ai dit, j'ai continué à m'injecter car il n'y a pas de l'aide de mon cas. Les gens pensent que c'est grâce à l'injection que je suis correcte en ce moment-là. Mais en fait, c'est grâce à moi. J'ai eu des choix et j'ai choisi le plus difficile, de continuer, de m'informer, d'étudier, de faire des recherches, de ne pas rester ignorante. Je me dis, Action Autonomie me donne beaucoup d'espoir qu'on peut apprendre à protéger nos droits et trouver d'autres solutions. Pour la deuxième partie de l'épisode, on va maintenant discuter avec Jean-François d'Action Autonomie pour parler d'autorisation judiciaire de soins. On va mieux comprendre dans quel contexte des personnes se font imposer des traitements, c'est quoi les conséquences de cette pratique coercitive sur les personnes, quels sont les critères que le ou la juge devrait évaluer pour l'autoriser ou non, et surtout, quels sont nos droits et recours si on fait l'objet d'une autorisation judiciaire de soins? Est-ce qu'on conserve un certain pouvoir dans cette situation? Salut Jean-François! Bonjour! Ça va bien? Ça va bien? Oui, merci beaucoup d'avoir accepté là, de répondre à nos nombreuses questions sur ce témoignage de Nathalie. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Mais avant qu'on aille justement dans le vif du sujet, est-ce que tu aimerais ça te présenter, s'il te plaît? Ben c'est ça. Moi, je travaille depuis 7 ans maintenant comme chargé de dossier et de communication à Action Autonomie, le collectif pour la défense des droits en santé mentale. Donc, c'est moi qui s'occupe de documenter un peu les grandes questions qui sont les nôtres, la garde en établissement, les autorisations judiciaires de soins, les mesures de contrôle. C'est moi aussi qui fais les liens avec les établissements de santé là, pour faire en sorte justement que leurs engagements par rapport aux droits soient maintenus puis se développent et tout ça. Et je fais aussi des communications avec les relations avec les médias et tout ça. Est-ce que tu voudrais nous expliquer, en fait, c'est quoi une ordonnance de soins? Ouais. Nous, on utilise une autre appellation pour cette opération-là, qui est une autorisation judiciaire de soins. Pourquoi? Parce que le tribunal n'ordonne rien. Il autorise quelque chose. Okay. Suite à la demande de l'établissement consiste à administrer des soins à une personne sans son consentement. La preuve doit être faite qu'elle est inapte à consentir, incapable de consentir, et qu'elle refuse catégoriquement les soins proposés, et que ces soins-là, en principe, sont dans son intérêt, sont bons pour sa santé, etc. Okay. Donc, c'est ça, une autorisation judiciaire de soins, c'est un traitement contraint, c'est un acte d'autorité que le médecin pose envers son patient. Et pour nous, c'est un échec de ce qu'on appelle la relation thérapeutique, d'une bonne ou d'une alliance thérapeutique, où normalement les deux intervenants, c'est-à-dire le médecin, le soignant et le patient, doivent être sur un pied d'égalité puis doivent être dans une relation égalitaire. Là, c'est un échec de cette relation-là et le médecin devient en relation d'autorité avec le patient. Et c'est aussi un comportement qui souvent est abusif. On l'a vu là dans une recherche récente qu'on a faite où les lois en vigueur et les règlements en vigueur autour de cette pratique-là ne sont pas toujours respectés. C'est pour ça que le titre de notre recherche était « Trop souvent un abus et toujours un échec ». Puis avant qu'on embarque un petit peu plus dans les détails de cette recherche-là, donc si j'ai bien compris, là, tu nous disais qu'il y a comme, si on veut, comme 3 critères là, au niveau de l'autorisation judiciaire de soins. Il y a le critère d'inaptitude. Donc, on évalue que la personne est inapte à consentir. Il y a le critère du refus catégorique et le critère qu'on est convaincu qu'il va y avoir plus de bénéfices, en fait, que le médicament ou le traitement en tant que tel va aider la personne à aller mieux. Est-ce que tu voudrais nous expliquer un petit peu plus comment le médecin évalue que la personne est inapte? Sur quoi il se base? Il se base le plus souvent sur le diagnostic. Il y a des diagnostics, par exemple la schizophrénie, à partir desquels on impose, on présume de l'inaptitude de la personne. On s'adresse au tribunal pour dire, ben voilà, puisque cette personne-là a un diagnostic, par exemple, de schizophrénie, par définition, elle est inapte à consentir et elle refuse catégoriquement. Et si elle ne refuse pas catégoriquement, elle accepte stratégiquement. Ça, c'est une autre manœuvre, je dirais, des hôpitaux qui est un classique. C'est-à-dire que
Si la personne devant le tribunal dit « Je ne m'oppose pas au traitement ou à la médication, j'ai des questions, j'ai des réserves, j'ai des hésitations, mais je ne m'oppose pas », l'hôpital va à peu près systématiquement répondre « Oui, mais elle vous dit ça, monsieur le juge ou madame la juge, mais au sortir de l'audience, si elle n'est pas obligée de subir le traitement par le tribunal, elle va le refuser. » Et ça, la preuve de ça n'est pas faite parce que c'est quelque chose qui va se passer dans l'avenir et on ne peut pas présumer de l'avenir. Mais malgré tout, les tribunaux acceptent cet argument-là et dans la plupart du temps, vont considérer que puisque la personne a été amenée devant le tribunal par l'établissement, il y a présomption de refus catégorique. Donc, ça devient très compliqué pour la personne de se défendre parce que quoi qu'elle dise et quoi qu'elle fasse, on va la considérer inapte et on va considérer son refus comme catégorique. Donc, elle est un peu prise au piège, on peut dire. Et le résultat, c'est que dans 99% des cas, la requête de l'établissement est accueillie par le tribunal, au moins partiellement. 99%? Oui. Ça veut dire que les gens, ils gagnent pas souvent, là. Comment ça se fait? On a fait, dans notre recherche sur l'année 2018, on a recensé 547 requêtes d'autorisation judiciaire de soins. Et là-dessus, il y en a 5 qui ont été rejetées par le tribunal. À quoi c'est dû? C'est dû à plusieurs facteurs. C'est dû au manque de crédibilité de la personne. C'est dû aussi au manque de combativité, je dirais, de plusieurs avocats. Les avocats, il y a deux façons pour un avocat de concevoir ce genre de cause-là. Est-ce qu'on va représenter la personne sur la base de son intérêt ou est-ce qu'on va la représenter sur la base de sa volonté? On représente une personne sur la base de son intérêt quand la personne est inapte ou quand c'est une personne mineure, quand c'est un enfant. On le représente à la DPJ, par exemple. L'avocat va représenter les meilleurs intérêts de l'enfant, pas nécessairement sa volonté, ou du moins ce qu'il perçoit comme étant ses meilleurs intérêts. Alors, pour les cas d'autorisation judiciaire de soins, il y a beaucoup d'avocats qui choisissent de représenter les personnes sur la base de leur intérêt. Le problème, c'est que pour représenter quelqu'un sur la base de son intérêt, il faut que la personne soit inapte. Or, la preuve de son inaptitude n'est pas faite avant l'ouverture de l'audience, puisque ça fait partie de la preuve de l'établissement. Et l'avocat, donc, prend parti en faveur de l'établissement avant même le début de l'audience, puisqu'il choisit de représenter la personne sur la base de son intérêt. Il y a des gens qui se sont fait dire par leur avocat, tu as besoin de ce traitement-là, on va juste s'organiser pour que l'autorisation dure 2 ans plutôt que 3. Donc ça, c'est de la représentation sur la base de l'intérêt et ça fait en sorte que la personne n'a à peu près aucune possibilité d'éviter l'autorisation judiciaire de soins. Alors que quand on la représente sur la base de sa volonté, ben là, on va dire, l'avocat va être beaucoup plus insistant pour dire, faites-moi, monsieur l'avocat ou madame l'avocate de l'établissement, la preuve tangible et précise de son inaptitude au-delà du simple diagnostic que vous avez, etc. Donc là, on va poser des questions beaucoup plus claires et beaucoup plus insistantes à l'établissement, ce qui se fait dans une minorité de cas. Et même quand on fait ça, au bout du compte, très souvent, le juge va accueillir au moins partiellement la démarche. Je dirais que les 5 cas qu'on a recensé pour 2018 où la requête a été rejetée, ça reposait pas sur la notion d'inaptitude ou la notion de refus catégorique, ça reposait surtout sur des considérations médicales, c'est-à-dire que la personne avait obtenu une contre-expertise d'un autre spécialiste de la santé qui remettait en question le diagnostic premier, en posait un autre ou proposait une autre approche thérapeutique, etc., qui faisait en sorte que le juge finissait par avoir un doute et dire « Bon, il y a un doute raisonnable, donc je vais pas accueillir la requête ». Mais c'était toujours des débats d'experts qui se passent au-dessus de la tête de la personne et la parole de la personne est très, très, très rarement déterminante dans ce genre d'audience-là. Ouais, c'est ce qu'on a senti aussi dans le témoignage de Nathalie. D'ailleurs, il y a beaucoup d'éléments que tu nommes, là. Entre autres, le fait qu'elle disait qu'elle était pas... elle avait un avocat, mais elle sentait pas qu'il était vraiment de son bord, tu sais, puis l'avocat l'avait pas du tout préparé. Tu sais, on se rappelle, elle nous disait que elle savait pas comment parler au juge, elle savait pas comment interagir avec le juge. Donc oui, elle s'était préparé un petit texte, là, mais elle s'attendait pas aux différentes questions qu'elle allait lui poser. Donc, elle était pas adéquatement préparée. Puis elle sentait aussi que pendant l'audience,
l'avocat, il réagissait pas il disait pas grand-chose. Donc, bref, son rôle était plutôt limité. Dans les choses que tu disais aussi, tu sais, que le fait que l'inaptitude de la personne est très rarement démontrée, on le sent aussi dans le témoignage de Nathalie. En fait, on ne fait jamais référence aux critères d'inaptitude. Et d'ailleurs, elle nous disait que la seule chose que le juge a vérifiée, c'était... En fait, la seule chose qu'il disait, c'était qu'il était convaincu que le médicament allait l'aider. Il y a différentes choses dans ce que tu viens de dire. Il faut savoir aussi que la plupart de ces causes-là, c'est des causes quand même assez complexes qui demanderaient une certaine période de préparation. Le problème, c'est que la grande majorité de ces cas-là sont traités avec des mandats d'aide juridique. Donc, les avocats sont assez peu rémunérés pour faire ce genre de représentation-là et donc ne sont pas désireux de consacrer le nombre d'heures qu'ils consacreraient peut-être à un autre litige civil là, d'un autre ordre. Donc ça, il faut le savoir et c'est pour ça donc qu'il y a souvent peu ou pas de discussion préalable à l'audience entre la personne et son avocat. Souvent, les gens vont rencontrer leur avocat pour la première fois au moment de l'audience. Ouais. Et l'autre chose sur les critères d'inaptitude, il y a effectivement 5 critères qui viennent de la loi des hôpitaux de la Nouvelle-Écosse, qui sont de façon coutumière là utilisés au Québec. Très souvent, l'établissement va faire cette nomenclature-là des 5 critères, mais va simplement dire, ben voilà, elle répond, la personne répond aux 5 critères en question, ça s'adresse à sa situation. Et le rôle de l'avocat de la personne serait de dire, mais en quoi exactement ne comprend-elle pas le diagnostic ou ne comprend-elle pas les avantages qu'elle pourrait tirer de la médication? Il ne suffit pas de le nommer, il suffit de le démontrer. Mm-hmm. Et c'est le rôle des avocats des personnes de forcer un petit peu les établissements à aller au-delà de la simple affirmation, puis de dire dans le cas particulier de cette personne-là, qu'est-ce qui vous permet de dire qu'elle n'est pas, par exemple, en mesure de comprendre sa maladie? Et là, il faudrait élaborer là-dessus. Mm-hmm. Et c'est ce genre de contre-interrogatoire-là qui se fait pas assez souvent, à notre point de vue. Puis je me permets de faire le parallèle aussi, tu sais, on évalue si la personne comprend bien c'est quoi sa maladie, en gros guillemets, qu'elle comprend les effets du traitement, les effets de si elle prend pas le traitement, mais tu sais, comme on l'a entendu dans plusieurs témoignages dans le podcast, on reçoit pas d'informations quand on va voir un médecin, un psychiatre, n'importe quel professionnel de la santé. C'est quelque chose qui ressort beaucoup. On donne pas d'informations sur le traitement qui est proposé. On n'explique pas pourquoi tel ou tel diagnostic est posé. Même Nathalie nous le mentionnait aussi qu'elle avait eu aucune information sur le fameux Abilify. Donc, c'est un petit peu difficile après ça de prouver qu'on comprend tout ça si les professionnels ont pas répondu à nos questions, tu sais. Exact. C'est quand même contradictoire, là. Voilà. Et c'est le rôle de l'avocat de la personne de soulever ces questions-là. Mm-hmm. Et d'amener un petit peu, de mettre un peu l'établissement sur la défensive. Certains le font très bien. C'est la plupart du temps pas suffisant, malheureusement, pour faire pencher la balance en faveur de la personne. Mais d'autres avocats le font beaucoup moins. Et il faut se rappeler aussi qu'il y a une bonne proportion de personnes qui choisissent de se représenter seules, notamment parce qu'elles sont pas admissibles à l'aide juridique ou encore parce qu'elles n'ont pas eu l'information pour trouver des avocats. À ce moment-là, la personne n'a à peu près aucune chance parce qu'elle ne connaît pas le processus judiciaire. Donc, elle va perdre très rapidement sa crédibilité. Puis, il y a aussi des cas où ni la personne ni l'avocat ne sont présents. Ah, ouais. Oui. Alors, à ce moment-là, c'est quand même une bonne proportion de mémoire. Je pense que c'est autour de 20% des cas quand même. où les gens, la personne n'est absolument pas représentée. L'audience ne se déroule et le jugement n'est rendu qu'en présence d'une seule des deux parties. Et ça, c'est une violation d'un article du Code de procédure civile qui prévoit qu'avant de rendre jugement en matière civile, en quelque matière civile que ce soit, le juge doit entendre les deux parties. Et dans ces cas-là, ça n'est pas fait sous prétexte que ça se passe par défaut. Une des deux parties a négligé de se présenter, mais le juge ne cherche pas à savoir pourquoi la personne ne s'est pas présentée. Mm-hmm. Et il y a souvent des raisons à ça qui font que c'est pas de la mauvaise volonté de la personne, c'est simplement de l'ignorance. Il peut arriver que les gens ne soient même pas au courant que cette démarche-là d'autorisation judiciaire de soins a lieu.
et on leur impose un peu à des fins préventives parfois pour s'assurer qu'ils vont collaborer à leur traitement. Et si jamais en cours de route, à un moment donné, ils décident qu'ils ne veulent plus collaborer ou ils posent trop de questions, on va leur dire, de toute façon, tu as un jugement de cour là, qui te force à collaborer, et les gens peuvent l'avoir appris après coup seulement. Là. C'est une minorité de cas, mais ça existe. Là, tu disais, il y a des gens qui savent même pas qu'il y a une audience, mais ils reçoivent pas comme un papier du huissier, comme quoi... Oui, ils reçoivent ce papier du huissier. Mais quand on est hospitalisé, il y a une grande proportion des gens pour qui une première autorisation de soins est demandée qui sont déjà en garde en établissement. Donc, ils sont en milieu hospitalier. Ils sont dans un moment de leur vie où il y a tout un brassage d'émotions, puis où ça va pas bien nécessairement dans leurs émotions. Et donc, ils sont pas en état ils reçoivent un papier comme ça d'un huissier. Quand on reçoit un papier d'un huissier, généralement, c'est pas une bonne nouvelle. Ouais. On sait peut-être qu'on a fait quelque chose de pas correct. On a peut-être fait une infraction, fait un délit quelconque. Et souvent, les gens vont se faire dire par le personnel soignant, ne t'en fais pas, c'est une formalité, il n'y a pas de problème, on s'occupe de tout, tu n'as pas à t'inquiéter avec ça, ni même de t'en occuper vraiment. Et c'est ce qui fait en sorte que, en voulant rassurer la personne, parce que le simple fait de recevoir un papier d'huissier peut être anxiogène, on la prive de l'exercice de ses droits. Donc, et ça, c'est le genre, justement, de contradiction entre la culture hospitalière qui est une culture de protection, de paternalisme un peu, où on dit implicitement aux gens, je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi, je vais te l'imposer et plus tard tu me remercieras de l'avoir fait. Mais ça, c'est une culture qui est dominante encore aujourd'hui dans les établissements de santé, qui est héritée de l'époque des asiles d'aliénés. Les gens sont pas mal intentionnés, les gens ont une certaine bienveillance dans l'application de cette culture-là, sauf que c'est illégal. Ça ne correspond pas au cadre légal et juridique dans lequel une procédure comme l'autorisation judiciaire de soins devrait se dérouler. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent, la plupart du temps, malheureusement, nous appellent après coup, en nous disant « j'ai reçu une autorisation judiciaire de soins, je suis pas d'accord, je voudrais la faire annuler, etc. » Ça, c'est pas absolument impossible, mais c'est extrêmement compliqué. Mais pour ceux qui nous appellent avant, évidemment, on les incite à retenir les services d'un avocat. Nous, on est en lien avec certains cabinets d'avocats qu'on sait qu'ils vont représenter la personne sur la base de sa volonté. Et ce qu'on peut faire aussi, ce qu'on fait aussi systématiquement, c'est d'informer la personne en termes simples et accessibles sur ce qui va arriver au cours de cette audience-là. Donc, notamment sur les 2 critères principaux dont on a parlé tout à l'heure, qui sont l'inaptitude à consentir et le refus catégorique. On leur dit, ce n'est pas à vous de démontrer que vous êtes apte, c'est à l'établissement de démontrer que vous êtes inapte. Et ce n'est pas à vous de démontrer que vous ne vous opposez pas catégoriquement, c'est à l'hôpital de démontrer que vous vous opposez catégoriquement. Et toutes les autres considérations autour de ça doivent toujours tourner autour de ces 2 thématiques-là. Parce que les gens, ne comprenant pas ça, vont parfois s'en aller vers d'autres sujets, d'autres préoccupations qu'ils peuvent avoir, qu'ils veulent soumettre au juge, qui sont en dehors de la preuve et qui va leur faire perdre de la crédibilité. Donc, c'est pour ça que quand une personne choisit de se représenter elle-même, elle a probablement encore moins de chances de gagner que si elle était complètement absente. Oui, parce qu'il y a des gens qui disent « ça n'a pas d'allure ce qui m'arrive ». Je vais parler avec le juge, puis je vais le convaincre que ça n'a pas de bon sens. Mais c'est pas comme ça. Le juge, c'est pas un travailleur social. Le juge, c'est une personne qui doit appliquer la loi, puis qui doit, sur la base d'éléments de preuve qui lui sont présentés, rendre un jugement. Et l'hôpital, elle, est très habituée de ces procédures-là, et donc va présenter une preuve, surtout qui est une preuve de plus en plus routinière, mettons. Donc, si les bons mots sont dits, les bons formulaires sont remplis aux bons endroits, puis que la demande est recevable, le juge va la recevoir. Parce que les représentants de l'hôpital, le psychiatre en particulier, est considéré comme un expert. Alors que la personne, de son côté, n'est pas considérée comme une experte. Même si nous, on parle de savoir expérientiel et tout ça n'est pas reconnu formellement par les tribunaux, ce qui fait que si la personne n'a pas une expertise médicale, une contre-expertise
qui lui donnerait un semblant de chance d'être capable de rivaliser avec l'expert de l'hôpital sur la base de son propre témoignage, c'est vraiment très difficile de s'en sortir et c'est comme ça que 99% des requêtes sont accueillies. C'est quoi les conséquences d'une autorisation judiciaire de soins? Tu sais, quand on écoute, par exemple, le témoignage de Nathalie, elle a dû recevoir des injections pendant 3 ans. Puis elle nous disait qu'un des effets secondaires, c'était entre autres la baisse d'énergie. Est-ce que toi, tu as observé des phénomènes semblables? Oui. En fait, il peut y avoir plusieurs conséquences. Il arrive probablement souvent, on peut dire, que les médicaments ont des effets bénéfiques pour les personnes. Nous, on n'est pas des gens qui s'opposent systématiquement à la médication en disant que c'est tout le temps mauvais. C'est pas vrai. Il y a des gens pour qui c'est efficace, ça améliore effectivement la qualité de vie, ça améliore l'autonomie, puis ça les aide à aller mieux, tant mieux pour eux. À ce moment-là, nous, on se dit, ces médicaments-là, normalement, font effet au bout de quelques semaines ou de quelques mois. Pourquoi on donne une autorisation de 3 ans? À partir du moment où la personne, constatant que son état s'améliore, va probablement accepter, ne refusera plus catégoriquement, si tant est qu'elle a déjà refusé catégoriquement la médication. Et donc, l'autorisation, il n'y a aucune raison qu'elle continue de durer 3 ans. Mais ça, c'est un autre débat. Les hôpitaux, pour des raisons pratiques, demandent et obtiennent à peu près de façon très, très fréquente des autorisations de 3 ans. Pour éviter de retourner tout le temps, d'aller renouveler, passer des démarches, puis tout ça. Exactement. Okay. Donc, elles veulent le faire le moins souvent possible. Et 3 ans, c'est une période pendant laquelle, justement, l'habitude va s'installer, puis la personne va souvent accepter de continuer de prendre la médication. Et à ce moment-là, on n'aura pas besoin de renouveler l'autorisation. Dans d'autres cas, effectivement, la médication n'a pas des bons effets. Soit elle n'a pas d'effet du tout, ou soit elle a des effets secondaires qui sont plus importants, plus difficiles à vivre que les effets bénéfiques que la personne peut tirer du traitement. Donc, à ce moment-là, c'est là que ça devient, la relation conflictuelle persiste entre le médecin et la personne, et c'est là que c'est difficile à vivre parce que la personne va rester avec des effets secondaires. Effectivement, ce que les gens nous disent beaucoup, c'est que il y a plus rien qui les intéresse, il y a plus rien qui les dérange, il y a plus rien qui les indigne, alors qu'avant ça, ils étaient beaucoup plus allumés sur le monde qui les entoure, etc. Il peut arriver que des médicaments spécifiquement prévus pour contrer des effets secondaires soit administré aussi. Je prends l'exemple, par exemple, un des effets secondaires physiques qu'on rencontre souvent, c'est les tremblements, ce qu'on appelle la dyskinésie. Ça, c'est un effet secondaire de quel médicament ou de quelle classe de médicaments? Je suis pas un spécialiste de ça, mais des médicaments antipsychotiques notamment et autres. Là. Donc, on va leur prescrire des antiparkinsoniens qui sont supposés atténuer les tremblements, mais qui peuvent avoir d'autres effets secondaires. Ouais, donc, c'est comme infini, là, voilà, on entre dans une espèce de pyramide qui n'en finit plus. Et ça fait que les gens sont de plus en plus médicamentés, sont de plus en plus contraints à se médicamenter, deviennent de plus en plus frustrés, de moins en moins collaborants, et donc on va être de plus en plus autoritaire avec eux. Donc c'est une espèce de cercle vicieux dans lequel la personne va souvent être prise pour le restant de sa vie. Donc, il y a des gens qui nous ont dit, moi, même si je n'ai pas toujours été sous autorisation judiciaire de soins, j'ai senti que j'étais toujours contrainte de subir ces traitements-là et je vais probablement être contrainte comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Oui, c'est un peu le cas de Nathalie, quand elle nous dit, oui, mon autorisation judiciaire de soins est terminée, mais je continue de prendre les injections quand même. Ce qu'elle nous disait, c'est moi, tant et aussi longtemps que j'ai un diagnostic de schizophrénie, je sens pas que j'ai le pouvoir d'arrêter. Là, on sent qu'elle a comme une crainte que, justement, si elle décide de faire ça, à ce moment-là, elle va devoir retourner en cours. Ce qui est quand même possible de faire, c'est de négocier avec le médecin. Une fois qu'on a subi le traitement pendant un certain temps, on devrait être capable, la personne pourrait être capable de décrire à son médecin les effets bénéfiques et les effets secondaires qu'elle subit. Et là, comme je disais tout à l'heure, c'est une autorisation, ce n'est pas une ordonnance. Donc, le médecin, l'hôpital a la possibilité de modifier, de faire ce qu'elle veut, en fait, avec la médication de la personne. Elle y est autorisée, mais elle n'y est pas forcée.
Donc, on peut demander des baisses de doses, on peut demander des médicaments de substitution qui auraient des effets secondaires différents ou absents, puis des effets bénéfiques à peu près équivalents. Il y a des cas où des personnes ont changé de médecin, puis le nouveau médecin a dit « Moi, je crois pas à ça, la contrainte, donc je ne vais pas appliquer l'autorisation judiciaire de soins, même si je suis autorisé, et je vais donc explorer avec la patiente ce qui serait le mieux finalement pour sa ça, c'est santé. important. Là, c'est-à-dire que même sous autorisation judiciaire de soins, on peut demander de changer de psychiatre. On a encore ce droit-là. Absolument. La personne conserve tous ses droits. La seule obligation qu'elle a en vertu du jugement qu'elle a reçu, c'est de se conformer au traitement proposé par l'établissement. Mais si elle change de médecin, c'est pas toujours simple de changer de médecin, c'est pas toujours rapide non plus, mais il y en a pour qui ça peut fonctionner et que le nouveau médecin a une approche différente, ben, le nouveau médecin va utiliser l'autorisation qu'il a d'une manière différente du premier. L'hôpital a complète autonomie et donc elle peut choisir de augmenter, diminuer les doses, arrêter la médication, faire complètement autre chose, aller selon la façon dont la personne réagit, etc. Donc, l'hôpital a une flexibilité, il faut savoir ça, et dans certains cas, il est possible de gagner une certaine crédibilité auprès du médecin, d'avoir une relation de collaboration plus ou moins complète avec le médecin et de lui proposer des choses, de lui dire, est-ce qu'on pourrait essayer, mettons, pour les 3 prochains mois, de diminuer ma dose pour voir si mes effets secondaires s'atténuent, puis si les effets bénéfiques continuent d'être là. Ça, c'est de l'exploration. Le médecin peut dire non. Et souvent, le médecin dit non, malheureusement, mais parfois, il peut dire, ben oui, on va l'essayer, on va faire ça. Ou je vais te proposer une autre molécule, puis on va voir comment tu y réagis, etc. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont possibles. Et donc, il faut, puis pas toujours évident, là, mais les personnes ont avantage, à partir du moment où elles sont contraintes, de se mettre dans une espèce d'état de collaboration avec le médecin et pas toujours systématiquement d'affrontement. Parce que là, l'autoritarisme va rester complet durant les 3 ans de l'autorisation. Oui, puis j'imagine qu'à Action Autonomie, on peut aider la personne à soutenir justement dans ses capacités de communiquer, de s'affirmer sans non plus que ça servir contre elle. Tu sais, j'imagine que c'est des choses que les conseillers et conseillères d'Action Autonomie peuvent faire aussi. Et il peut arriver aussi qu'on fasse des accompagnements avec le médecin à des rendez-vous médicaux. Et très souvent, même si on ne dit rien, le seul fait qu'on soit là change complètement l'attitude que le médecin peut avoir envers la personne. La personne, souvent, moi, je me suis fait dire à une ou 2 reprises, c'est pas le même médecin que j'avais devant moi. Il a complètement changé d'attitude. C'est parce que vous étiez là. Donc, on fait ça. On donne des conseils, évidemment, aux gens aussi pour qu'ils le fassent eux-mêmes parce qu'on est beaucoup dans ce qu'on appelle la self-advocacy, c'est-à-dire la mise en action de la personne elle-même envers la défense de ses droits. Tu disais tantôt aussi qu'il y en a des fois qui nous appellent souvent trop tard, que ils ont déjà eu l'autorisation judiciaire de soins, puis là, qui veulent comme l'annuler. Puis tu disais c'est difficile comme procédure. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus? Oui, c'est très complexe parce que il faut avoir des faits nouveaux à présenter devant le juge et demander un nouveau procès, finalement, une nouvelle audience. Et les faits nouveaux, ça ne peut pas être juste « je suis pas d'accord avec l'avis de mon médecin, puis je pense que la première audience a été mal faite ». Ça suffit pas. Il faut vraiment soit avoir un nouveau diagnostic, et à ce moment-là, ça peut passer par une contre-expertise. La plupart du temps, ça va passer par une contre-expertise, par une évaluation nouvelle qui a été faite par un autre médecin. Ça, c'est compliqué à obtenir parce que il faut défrayer ces montants-là et il faut trouver un médecin. Et l'autre problème, malheureusement, c'est que souvent, même quand on y parvient, la contre-expertise va dans le sens de la première expertise. Fait que là, on a payé, on a réussi à trouver un ou une médecin qui fait une contre-expertise, mais finalement, ça nous sert pas à grand-chose. C'est la même chose, effectivement. Donc, ça arrive quand même assez souvent. Et si ça n'arrive pas et qu'on a une expertise, une évaluation différente, un avis différent, ben, il va encore falloir trouver un avocat pour demander la tenue d'une nouvelle audience. Et à ce moment-là, il y a une technicalité qui fait que quand l'hôpital fait la requête, la personne est défendresse, elle est en défense et elle est couverte par l'aide juridique.
Mais quand on fait une contre-expertise puis qu'on veut un nouveau procès, la personne devient demanderesse. C'est elle qui demande la tenue de l'audience. Et à ce moment-là, l'aide juridique ne couvre pas ce genre de démarche-là. Donc, il va falloir que la personne défraie. Elle a déjà défrayé le coût de la contre-expertise. Il va falloir qu'elle défraie aussi le coût de son avocat. Et un bon avocat, on le sait, ça peut coûter 300-400 $ de l'heure. Préparer une cause correctement, ça peut prendre 10, 15, 20, 30 heures. Donc, c'est très dispendieux et c'est hors de la portée non seulement des personnes plutôt défavorisées qui constituent la majorité des gens qui reçoivent des autorisations judiciaires de soins, mais même de gens de la classe moyenne, ce qui fait que dans la réalité, il est à peu près impossible là, de contester une autorisation judiciaire de soins. Il y a une autre petite possibilité qui existe d'en appeler du jugement devant la cour d'appel, mais ça, la personne, elle ne dispose que d'un délai de 5 jours à partir du moment où elle a reçu le jugement. Et donc, par le temps que la personne comprenne ce qui lui arrive, surtout si son avocat, les soignants et le médecin ne lui disent pas que cette possibilité-là existe, ben le délai de 5 jours va être passé et il n'y aura pas moyen d'en appeler. Et même si on voulait en appeler, il faut encore une fois en appeler sur des points de droit, sur de la procédure et non pas sur le fond. On ne peut pas aller contester un diagnostic en cour d'appel. La cour d'appel ne se prononce pas là-dessus. Mais si, à un moment donné, on juge que le juge de première instance a erré en n'écoutant pas ou en faisant pas ceci ou cela, comme c'est arrivé à certaines occasions, ben là, on peut effectivement aller en cour d'appel, mais pour des autorisations judiciaires de soins, il y a probablement pas plus qu'une fois ou deux par année où ça va se produire là au Québec. Sur 550 500, c'est juste à Montréal. Ah, juste à Montréal? Voilà. Oh mon Dieu, OK. Fait que, au Québec, il doit en avoir peut-être au moins 1 millier, là, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de facile et d'accessible. Mm-hmm. Tu nous disais tantôt que Action Autonomie a réalisé récemment un travail de recherche sur les autorisations judiciaires de soins et d'hébergement. Voudrais-tu nous dire un peu c'est quoi les conclusions de cette recherche-là? Oui, c'est une recherche qui a été faite donc sur l'ensemble des 548 requêtes en autorisation judiciaire de soins qui ont été présentées à la Cour supérieure du district de Montréal pour l'année 2018. Et c'est une comparaison aussi qu'on a faite avec une recherche qu'on avait faite précédemment en 2012 sur l'année 2009. Donc, on avait déjà des données de l'année 2009 qu'on a confrontées à celle de l'année 2018. Ce qu'on a constaté, en gros, c'est que il y a de plus en plus de requêtes qui sont présentées. Il y en avait à peu près 350 en 2009, il y en a 547 en 2018. Il y a les autorisations ont tendance à s'allonger légèrement. La norme du 3 ans s'installe de plus en plus. Il y a de moins en moins d'autorisations à plus court terme. Il y a une question de délai aussi entre le moment où la personne, on parlait tout à l'heure du papier du huissier, là, entre le moment où elle reçoit le papier du huissier puis le moment où a lieu l'audience, il y a un très court délai de 5 jours qui doit être là pour lui permettre de s'organiser, de trouver un avocat et d'organiser sa défense et tout ça. Et dans un cas sur 12 à peu près, dans à peu près 8% des cas, donc c'est pas fréquent mais c'est pas exceptionnel non plus. Donc, dans 8% des cas, ce délai-là n'a pas été respecté par l'hôpital. Donc, l'audience a eu lieu moins de 5 jours après la signification à la personne. Et ça, c'est illégal. Et c'est vraiment quelque chose de condamnable parce que déjà, la personne avait très, très, très peu de temps pour s'organiser. Ben là, on lui enlève en plus du temps auquel elle a droit. Donc, ça, c'est les aspects plus négatifs qu'on a trouvé, entre autres, là, en faisant cet exercice-là. Par contre, il y a certaines données plus encourageantes là qu'on a aussi pu identifier. Les gens sont de plus en plus présents en cours. Les gens sont de plus en plus représentés par des avocats. Ils prennent de plus en plus souvent la parole. Et donc, ça a fait en sorte que la durée moyenne des audiences tend à augmenter. Et on sait que, autant en garde en établissement, parce qu'on fait des recherches de ce type-là aussi sur la garde en établissement qu'en autorisation judiciaire de soins, on sait que plus une audience dure longtemps, meilleures sont les chances que soit la requête soit rejetée, ce qui arrive quand même rarement, ou que la requête soit accueillie partiellement.
Donc, on puisse au moins faire certains aménagements en faveur de la personne dans l'accueil de la requête. Donc, ça, c'est la partie des bonnes nouvelles. Puis, effectivement, on a fait un peu le profil des personnes qui reçoivent des autorisations judiciaires de soins. La façon dont on a procédé, c'est qu'on avait leur code postal dans le dossier de cours, donc on pouvait savoir si une personne était domiciliée dans une zone de défavorisation ou pas. Et évidemment, le ratio d'autorisation judiciaire de soins est plus élevé dans les secteurs économiquement et socialement défavorisés que dans les secteurs plus neutres ou moins défavorisés. Donc, il y a vraiment une corrélation là, entre la défavorisation et le recours à l'autorisation judiciaire de soins. Et on a aussi fait l'exercice auprès des personnes itinérantes. Et là, on se rend compte que c'est incomparablement plus élevé, 100 ou 200 fois plus élevé par rapport à la population de personnes itinérantes. C'est une mesure qui est quand même assez fréquente, qui peut toucher quelque chose comme 3% des personnes itinérantes, alors que ça touche peut-être 0,01% de la population. Je me permets de faire un parallèle avec l'histoire de Nathalie. Elle nous disait que des fois, elle avait des façons de s'exprimer face aux médecins ou aux psychiatres. C'est par exemple de s'exprimer avec des images, des métaphores, puis que c'était perçu comme quelque chose de bizarre ou comme un espèce de symptôme de schizophrénie, plutôt que d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire par là. T'sais. Est-ce que c'est quelque chose que toi aussi tu observes, qu'il y a certains types de personnalités qui sont plus à risque d'avoir une autorisation judiciaire de soins? Oui. En fait, c'est que les médecins ont été formés pour poser des diagnostics. Et donc, on ne tient pas compte de ce que nous, on appelle dans le milieu de l'alternative, de la globalité de la personne, de comment elle vit, de quelles ont été ses expériences passées, quel est son milieu de vie actuel, etc. Et dans le cas de Nathalie, justement, la façon qu'elle avait de s'exprimer pouvait être perçue au-delà de la qualité peut-être d'expression qu'elle pouvait avoir. On a considéré ça probablement comme des propos délirants ou comme effectivement la manifestation d'un trouble mental puis d'une vision distorsionnée de la réalité, etc. Fait que ce qui est terrible là-dedans, c'est que on peut à peu près diagnostiquer un trouble mental pour à peu près n'importe quel comportement qu'un individu pourrait avoir. Et c'est pour ça que quand on entre dans cet univers-là de la psychiatrie, il est très difficile d'en sortir parce que tous les aspects de notre individualité peuvent être médicalisés puis analysés au travers le prisme d'une maladie. Et c'est probablement à ça qu'elle a été confrontée. Puis on lui a posé ce diagnostic-là de schizophrénie. Puis en général, c'est difficile. Il y a souvent des gens qui nous appellent pour dire comment je peux faire annuler un diagnostic. C'est très difficile parce qu'un diagnostic, c'est un avis médical qui a été donné à un moment donné par une personne donnée dans un contexte donné. C'est une photographie finalement. Et on peut pas effacer une photographie. Ce qu'on peut faire, c'est prendre une autre photographie et demander, dans la mesure du possible, à avoir une autre évaluation de son état mental à un moment donné, de préférence par un autre médecin, peut-être dans un autre établissement où on n'aura pas accès au dossier médical de la personne pour que ça influence l'analyse, etc. Puis là, peut-être qu'éventuellement, on pourra se défaire de certains diagnostics passés. Mais encore là, il faut être déterminé, puis ça prend du temps, puis ça prend de l'énergie. C'est quoi la position d'Action Autonomie sur les autorisations judiciaires de soins et d'hébergement? Ben, la position de l'organisme, c'est de dire on a un cadre légal et législatif qui est peut-être pas parfait, mais qui est quand même respectueux de la Charte des droits et libertés de la personne et du cadre légal général du Code civil, entre autres, là, dans lequel ces situations-là doivent évoluer. Le problème, donc, il est généralement pas dans la façon dont les lois sont faites, bien que par rapport à l'autorisation judiciaire de soins, il y aurait lieu de resserrer, de remettre tout ça dans une pièce législative, dans une loi spécifique, semblable à la loi P38. OK. C'est encadré par quelle loi? Ben, on ne l'a pas nommé. Ben, il n'y en a pas. Il n'y a pas de loi P38 pour l'autorisation judiciaire de soins. C'est l'article 16 du Code civil.
Et c'est différents autres articles plus ou moins disparates dans le Code civil. Et un des problèmes, c'est que la loi P38 sur la garde en établissement, elle relève du ministère de la Santé et des Services sociaux, est appliquée par le M3S. L'article 16 du Code civil, c'est appliqué par personne en particulier, ça. Ah, bon, OK. Et c'est pour ça que on sent pas de la part du ministère un intérêt équivalent au respect des droits des personnes en autorisation judiciaire de soins qu'en garde en établissement, parce que il n'y a pas de cadre légal très, très précis. Donc, la façon dont on précise le cadre légal, c'est surtout par des jurisprudences, par des recours à la cour d'appel, comme certains, ça s'est fait tout récemment, là, dans un cas. La fois précédente, ça s'était fait, je pense, en 2017. Donc, c'est pas fréquent. Mais on peut avoir recours à la cour d'appel pour qu'elle encadre certaines pratiques reliées à l'autorisation judiciaire de soins. Et c'est comme ça qu'on vient à définir un peu mieux le cadre juridique. Nous, on pense qu'il devrait y avoir une loi spécifique sur l'autorisation judiciaire de soins. Mais au-delà de ça, si déjà on respectait ce qui existe déjà, si les tribunaux faisaient systématiquement preuve d'une rigueur correcte lors de ces audiences-là et qu'on ne les traitait pas de façon machinale. Je parlais tout à l'heure du fait que la personne ne se présentait pas en cours et n'était pas représentée par un avocat. Le juge a le droit, a le pouvoir, en vertu du Code de procédure civile, à tout le moins de questionner la partie présente sur l'absence de la partie adverse, ce qui ne se fait jamais. Et donc, il y a toute une série de leviers qui existent actuellement dans le Code civil et dans le Code de procédure pour améliorer le rapport de force, si on veut, entre la personne et l'hôpital. Mais ces leviers-là ne sont très rarement employés à la fois par les avocats qui défendent des personnes et à la fois par les juges qui entendent les audiences. Donc, ils existent, mais ils sont mal appliqués. Comment qu'on fait pour que ce soit mieux appliqué? Ben, tu vois, nous, on a dans notre... c'est une des recommandations qui sont reliées à notre dernière recherche sur les autorisations judiciaires de soins. Donc, quand on a l'occasion je dirais, d'influencer des décideurs, moi, je crois beaucoup à ça personnellement. Il y a des gens qui disent non, il faut pas collaborer avec les hôpitaux parce que les hôpitaux, c'est eux qui nous répriment. Il faut pas leur parler. Ben, moi, je pense qu'au contraire, il faut leur parler. Il faut leur parler de façon soutenue, de façon rigoureuse, de façon régulière. Il faut créer des liens avec eux pour leur dire je vous soumets respectueusement que ce que vous faites n'a pas d'allure. Puis, à un moment donné, ben, tranquillement, peut-être que les choses vont changer de cette façon-là à court terme. Mais c'est certain que, notamment par rapport à l'autorisation judiciaire de soins, il y aurait sûrement lieu pour le gouvernement de se pencher là-dessus et pour le ministère de la Santé et des Services sociaux de réaliser que ça relève de sa responsabilité. Ouais. Ce qui semble pas être le cas tant que ça présentement. Tu nous disais tantôt qu'il y a 99% des autorisations judiciaires de soins qui sont accueillies par le tribunal. Donc, c'est pas très positif tout ça, mais est-ce que ça vaut la peine de quand même essayer de défendre ses droits? Est-ce que ça vaut la peine de se présenter à l'audience? Oui, ça vaut la peine parce que on le sait, on l'a documenté dans notre recherche. Si la personne est présente, si elle s'exprime, si elle est bien représentée, peut-être que la requête ne sera pas rejetée, mais la requête peut être accueillie partiellement. Il y a aussi une nouvelle procédure, c'est pas une nouvelle procédure, mais c'est quelque chose qui se faisait assez rarement et qui était pas toujours autorisé par le juge, qui est celle de la remise, de la demande de remise de l'audience. Parce que la personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a 5 jours pour s'organiser, ce qui est très court. Donc, son avocat peut demander au juge une remise de l'audience à une date ultérieure. À ce moment-là, le juge va souvent émettre ce qu'on appelle une ordonnance de sauvegarde, c'est-à-dire qu'il va autoriser l'instauration d'un traitement, ou souvent ça peut être aussi la continuation de la médication que la personne prenait déjà. Et il se peut que la personne regagne pendant ce délai-là, qui peut être de plusieurs semaines ou de quelques mois, sa capacité à consentir. Et donc, l'hôpital, à ce moment-là, va retirer sa requête. Et il n'y aura donc pas d'autorisation judiciaire de soins. Il y aura des soins, mais ces soins-là auront été plus librement consentis.
Ou encore, le juge va refuser, en voyant la personne, comment elle se comporte et tout ça, va refuser une ordonnance de sauvegarde. Et à ce moment-là, la personne va être sans soins particuliers de la part de l'hôpital, sauf ceux qu'elle aura librement acceptés. À ce moment-là, ce que les avocats nous disent, c'est que l'hôpital commence à penser que son dossier est pas si bon que ça, n'est pas si gagnant que ça, et plutôt que de risquer de perdre, d'être débouté par le tribunal, elle va retirer sa requête, puis le médecin va procéder autrement avec la personne. Et donc ça aussi, en collaborant un petit peu plus. C'est ça, en étant peut-être un peu plus ouvert à ce que lui dit la personne. Donc ça, c'est ce que nous on appelle des victoires cachées, c'est-à-dire des audiences qui finalement n'auront pas lieu. Et donc, conséquemment, des autorisations qui ne seront pas faites. Il n'y en a pas des tonnes, mais il y en a peut-être une dizaine ou une douzaine là, par année. Donc ça, c'est des petites victoires aussi. Puis évidemment, moi, j'ai été témoin à un moment donné d'une audience où la personne était vraiment bien préparée avec son avocat et elle avait des arguments médicaux à l'effet qu'il était vraisemblable de penser qu'elle puisse avoir une réaction relativement rare aux médicaments qui lui étaient proposés parce que historiquement, elle avait eu une sorte de problème de santé précédemment. Là, on est dans les considérations médicales, évidemment, mais quand même, la personne avait eu l'occasion, cette fois-là, de documenter de façon rigoureuse son cas. Son avocat comprenait bien ce qui s'était passé. Le médecin de l'autre côté était pas d'accord, mais le juge a finalement tranché en faveur de la personne en disant que son argumentation se tenait. Donc, quand on a une argumentation qui se tient, justement, on a quand même des chances d'avoir certains résultats pour les personnes dans leur démarche pour se défendre d'une autorisation judiciaire de soins. Mais c'est quand même difficile. Elles n'ont que 5 jours, elles s'y connaissent pas, etc. Elles ont très peu d'aide à l'intérieur du réseau de la santé pour comprendre ce qui leur arrive et se défendre efficacement. Mais il y a des cas où ça fonctionne. Puis, nous, on est heureux là quand on est associé à ces démarches-là. Et c'est pour nous aussi des petites victoires. C'est ce qui conclut cet épisode de Plein Notre Casque, un balado d'Action Autonomie. On tient à remercier Nathalie pour son témoignage, Jean-François pour l'entrevue et Pablo Roy-Avilan pour le prêt du matériel et la post-production. Dans le prochain épisode. La psychiatre que j'avais à ce moment-là me dit, en fait, la seule chose à faire, c'est que tu reçoives des traitements d'électrochoc. Oh. Puis là, m'expliquait là, en quoi ça m'aiderait, puis en quoi, bon, tout ça. Puis j'ai été catégorique dès le début à dire que je voulais pas recevoir ces traitements-là. Mais ça a été, premièrement, ça a été très, très long. Ça a pris 3 semaines où à chaque rencontre, c'est de ça qu'elle me parlait constamment. Elle insistait, là. Oui, vraiment beaucoup. Les infirmières venaient porter de la documentation dans ma chambre avec aucun... C'était pas des documents critiques, là. C'était pas très nuancé, là. Non, pas du tout. C'était à quel point c'est merveilleux, puis pourquoi ça va changer ma vie.